Je vous donne un petit conseil là. Quand vous avez un problème et que vous voulez le régler, par exemple comme le mien, qu'est-ce que c'est une offre? Je dois apprendre à ce que c'est une offre, etc. Vous devez vous poser une seule question. Qui est-ce que j'écoute? Peut-être que je m'avance en disant ça, mais je pense vraiment que dans le monde du business de manière générale, il y aura un avant et un après Alex Hormozy. Vraiment. Si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Du coup, tu auras des résultats médiocres. Ils ont aussi viré le mec que je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, je vous avoue, là, au travail, en ce moment, c'est pas ouf niveau ambiance. Mais en fait, c'est pour comprendre et c'est démystifier le truc. Parce que moi, j'estime que quand on me dit, ouais, ce livre, c'est un livre de complotiste, en fait, il faut le lire. Il faut absolument le lire, en fait. Tous les livres interdits, il faut les lire. D'ailleurs, je vous invite à faire une chose. Allez sur Internet, tapez liste des livres qui sont les plus interdits dans le monde, achetez-les tous et lisez-les. Parce qu'en général, quand quelqu'un essaie de te dire non, faut pas que tu lis ça, en fait, faut que tu dois le faire, en fait. Et du coup, pendant cet été, j'ai lu un livre, Le livre du diable. Le livre du complotiste. Hi, ha, hou, hi. Depuis 5 ans, j'étais perdu, me demandant chaque matin pourquoi je me levais. J'étais au bord de la dépression. Mais chaque nuit, quand je m'endormais, un rêve persistant m'appelait. Vers un désert. Un homme. Une femme. Une quête. Après réflexion, je me suis préparé, pris mon sac à dos et je me suis lancé dans une aventure. Ce rêve m'a amené aux portes du désert, où j'ai immortalisé mon voyage dans un documentaire de plus d'une demi-heure. J'y ai rencontré des personnes extraordinaires, entendu des histoires touchantes, drôles et poignantes. Mais c'était que le début. De ce voyage est né un nouvel objectif, le projet Ouria. Mon défi est double. Atteindre une liberté financière avec un revenu de 10 000 euros par mois et sculpter mon corps à 10% de body fat. Chaque dimanche, je te fais un bilan de ma semaine. Alors merci de me donner un petit peu de ton temps de vie. Installe-toi confortablement, car mon histoire pourrait t'inspirer. Et je suis convaincu que je pourrais aussi apprendre de toi. Qu'est-ce qui fait le succès d'un business? Ou plutôt, pourquoi tous les business échouent? C'est ce qu'on va tenter de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo de la semaine dernière. Voilà, j'ai mangé à ça de ma grand-mère et j'ai pas beaucoup dormi, ce qui fait que voilà, la qualité était pas ouf. Donc je m'excuse d'avance par rapport à ça. Donc pour mon objectif d'atteindre 10% de body fat à terme et 15% de body fat dans les 90 prochains jours, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Je mange exactement les mêmes repas tous les jours à peu près et je tourne autour de 2200 à 2500 kcal par jour. Mais là, je sens que de plus en plus, perdre du poids, ça commence à devenir compliqué. Pour continuer à perdre du poids, on a deux options. Soit réduire le nombre de calories, ou on peut travailler sur l'entraînement. Et là, à ce moment-là, on a trois options. Soit augmenter la fréquence d'entraînement, soit augmenter l'intensité d'entraînement, soit les deux. Moi, je suis pas partisan de ma famille. Disons que j'aime bien manger. Sinon, je serais pas gros, quoi. Et du coup, je pense que voilà, mon corps peut encaisser un peu plus d'entraînement, ce qui fait que je vais travailler sur la fréquence, seulement sur la fréquence. Il faut savoir que je m'entraîne 3 fois par semaine en full body. Je vais rajouter 2 entraînements de cardio, du vélo, de la marche sans doute, et voilà, des étirements et du renforcement musculaire, ce genre de choses. Donc j'ai pas encore créé la séance, je vais la créer là, je pense, dans les prochains jours. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je monte pas mon corps évolue, etc. Bon, déjà, première chose, je dois cacher ma haura, ça se dit comme ça? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Bref, en gros, nous les musulmans, on doit pas montrer une certaine partie de notre corps, nous les musulmans hommes, qui va de au-dessus du nombril jusqu'à en dessous du genou. Donc, vas-y, vous verrez jamais mes abdos, quoi. En gros, c'est ça que j'essaie de vous dire. Et surtout, c'est pour du suspense. Donc, partagez, etc. Et peut-être qu'un jour, vous verrez mon corps. En tout cas, je dois dire que depuis quelques semaines, je vois les résultats. C'est pas encore, les gens me font pas encore de remarques, mais je sens vraiment les résultats. Je vois que je m'élargis. Je prends des pecs, des bras, je le vois un peu. Et financièrement, qui est en fait 80% de mon gros problème actuellement, la semaine dernière, je vous ai fait une analogie pour vous expliquer qu'est-ce que c'était le business en quelque sorte. En gros, pour faire du business, il faut avoir un objectif financier. Atteindre cet objectif financier, c'est comme trouver une oasis dans un désert. Il vous faut une carte qui vous permettra de vous indiquer. La carte, on l'a vu, c'était en quelque sorte les principes et les compétences que doit avoir un entrepreneur pour réussir. Il vous faut un 4x4 qui soit adapté parfaitement à vos besoins et à vos envies. En fait, on a vu que c'était le business model, tout simplement. Ensuite, il vous faut un moteur assez puissant pour au cas où, si vous êtes embourbé, vous pourrez sortir assez facilement. Ça fait référence du coup à l'offre. Et enfin, il faut de l'essence pour alimenter ce moteur. On a vu, c'était les clients. On l'a vu la semaine dernière, j'ai un semblant de carte, donc je sais à peu près où je vais. J'ai le véhicule financier, donc je sais à peu près le business model que je vais me lancer. Et aujourd'hui, on va se demander comment créer un moteur, en quelque sorte, comment créer une offre.
Le voisin, il passe, non, il casse les couilles. C'est ça aussi le Maroc. Le Maroc, c'est pas d'isolation. Le voisin est devant la porte, il va pas bouger. Il se demande ce que je suis en train de dire. Enfin bref, je m'en bats les couilles. On continue, c'est pas grave. Ah oui, il est encore devant la porte là. Je vous donne un petit conseil là. Quand vous avez un problème et que vous voulez le régler, par exemple comme le mien, qu'est-ce que c'est une offre? Je dois apprendre à ce que c'est une offre, etc. Vous devez vous poser une seule question. Qui est-ce que j'écoute? Chez qui je vais aller chercher ma solution? Et moi, j'ai écouté du coup Alex Hormozy, l'auteur du livre Une offre à 100 millions. Et ça m'a beaucoup aidé ces derniers jours. Ce mec, vraiment, je l'adore. Il fait partie de ces gens qui arrivent à te rendre en fait un sujet complexe comme la création d'offres hyper limpide. Et en gros, quand tu lis ça, t'as vraiment l'impression en fait que t'as un super pouvoir en fait, que tu peux conquérir le monde parce que t'as enfin compris quoi. Franchement, je vais être honnête vraiment avec vous, le mec il est carré, il fait aucun bluff, tout ce qu'il dit dans son livre, il applique dans son livre. Il est vraiment aligné avec lui-même, ça se voit qu'il est aligné avec lui-même. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder des interviews de ce mec, c'est vraiment un entrepreneur de fou quoi. Peut-être que je m'avance en disant ça, mais je pense vraiment que dans le monde du business de manière générale, il y aura un avant et un après Alex Hormozy, vraiment. Pour vous la faire bref, cette semaine, j'ai pu que travailler sur la première partie du livre, et encore pas totalement. Cette partie, elle est super importante parce qu'en fait, elle permet de démystifier le business, le monde du business de manière générale. Et moi, personnellement, j'avais beaucoup mystifié ce monde. Je pensais voilà, qu'il fallait être en fait un super-héros, il faut être Tony Stark en fait pour réussir dans le business. Et c'est peut-être dû à mes expériences personnelles, etc., qui font que je pense ça, mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, dans cette première partie, il essaie de répondre à deux questions. La première question, c'est pourquoi la plupart des business échouent, et pourquoi certains business, eux, réussissent, et quand ils réussissent beaucoup. Si je devais vous résumer en une phrase la réponse à ces deux questions, elle serait simple. Pour lui, 99% des business jouent sur le marché des commodités. Le marché des commodités, en une phrase, c'est le marché des choses communes, des choses qu'on peut avoir partout. C'est le marché des fruits, des légumes, des vêtements, ce genre de choses, des commodités, des choses vraiment simples à avoir. Et lui, il prend cette analogie pour nous expliquer qu'en fait, la plupart des business B2B, ça peut être n'importe quel business, se retrouvent dans cette catégorie des commodités. Pourquoi? Parce que la grande caractéristique des marchés de commodités, c'est qu'ils sont évalués sur un seul point, le prix. Prenons un exemple. Imaginons qu'on veut lancer une agence marketing. Si on fait ce que font tout le monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le marché, l'analyser, se rendre compte des offres sur le marché. On va proposer une offre un petit peu moins chère que le marché, tout en proposant un peu plus de services. Ce qui fait qu'on va finalement se retrouver dans une situation où on va proposer du plus avec moins. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens font ça par logique. Et c'est totalement normal de faire ça. Mais le problème, c'est que ça a un effet pervers. Cet effet pervers, c'est que ça va tirer les prix vers le bas. Du coup, on va arriver à un optimum de marché. Et cet optimum de marché, il va créer un phénomène où toutes les offres du marché vont arriver à un endroit tellement bas qu'en fait, tu vas faire à peine des marges pour survivre. Vous allez me dire, ok, on s'en fout, c'est le marché, il fait ça, pas de souci. Mais en fait, on arrive à des situations où en fait, toi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour être libre et tu te retrouves esclave de ta société où en fait, le moindre mouvement, la moindre imprédictibilité pourrait détruire ton business parce que tu as des marges toutes réquiquées. Et pour être honnête, c'est ultra flippant. Parce que quand j'ai lu cette partie, j'ai reconnu peut-être 80% des patrons qui m'ont embauché et je me rendais compte qu'en fait, ils se retrouvaient tous dans ces situations. Et maintenant, en vrai, je vous avoue, je comprends pourquoi ils étaient aussi aigris, quoi. Parce qu'en fait, tu te dis que le moindre mouvement de marché pourrait détruire ta boîte, donc t'es un peu sur les dents, je peux comprendre. Et pour lui, du coup, pour éviter cela, tu dois sortir du marché des commodités pour rentrer dans le marché de la valeur. Le marché de la valeur que tu offres à tes clients. Pour rentrer dans le marché de la valeur, tu dois avoir une offre. Une offre bien spéciale, une offre qu'il appelle Grand Chelem ou Grand Slam en anglais. Et du coup, une offre Grand Chelem, qu'est-ce que c'est? C'est une offre qui a plusieurs caractéristiques. C'est une offre qui ne peut être comparée à rien sur le marché, avec une réduction attrayante, une promesse de retour sur investissement inégalable, on appelle ça la proposition de valeur en marketing la plupart du temps, un prix premium, une garantie de satisfaction imbattable, avec un modèle de paiement qui permet d'être payé pour avoir de nouveaux clients et pour ne plus avoir de problème de liquidité et donc de croissance, en d'autres termes, être rentable. Sa promesse en gros, c'est que si tu mets ça en place, tu n'auras plus jamais de problème d'argent et tu seras le chef de ton marché. Et du coup, avant de se lancer, il faut trouver un marché. Car n'oublie pas, il y a toujours quelqu'un sur Terre qui sera prêt à payer très cher tes compétences. Par contre, si tu trouves un marché nul et que tu te lances dedans, c'est la mort assurée. Donc prends beaucoup de temps là-dessus. Alors qu'est-ce qu'un bon marché? Si tu devais vendre des hot dogs, qu'est-ce que tu ferais? La plupart des gens, ils vont te répondre, je vais augmenter la qualité, je choisirai un bon emplacement, je ferai en sorte que ce soit le plus appétissant possible. Mais c'est pas ça. Pour vendre tous tes hot dogs, il faut que tu trouves une foule affamée. Imagine que ton stand de hot dog, il est à la sortie d'une boîte de nuit. Les gens, ils sortent de la boîte de nuit, ils ont pas mangé, ils ont bu, ils sont bourrés, ils sont fatigués, ils ont pas de meuf, ils vont finir la soirée seuls et du coup, ils ont besoin de réconfort. Et toi, t'es là, ton stand de hot dog, il sent super bon. Je peux te dire que même si ton hot dog est de mauvaise qualité, il est pas bon et qu'il coûte 30 €, le mec, il va te l'acheter. Je peux te l'assurer. Lui, il identifie 4 grandes caractéristiques qui définissent un bon marché. La première, c'est la douleur. Il faut que ton prospect ait une douleur profonde, qu'il l'embête et qu'il le reconnaisse et qu'il trouve ça urgent.
Ensuite, il faut que tu trouves un marché sur lequel les gens ont un pouvoir d'achat. C'est un peu évident quand je te dis comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus. Ensuite, ça va être la facilité à contacter tes prospects. Si tes prospects sont au fin fond d'une montagne, n'ont pas de téléphone et vivent dans des zones blanches, ça va être très compliqué pour toi de contacter ces gens et de leur vendre quelque chose. Et enfin, la dernière caractéristique, est-ce que ce marché est en croissance d'un point de vue global ? Je te donne un exemple. Si tu vends des Minitel aujourd'hui, tu vas pas faire de sous. Par contre, si tu vends une IA qui réglera tous les problèmes de l'humanité, tu vas être milliardaire, je peux te l'assurer. En général, la plupart des marchés sont normaux. En d'autres termes, c'est pas le marché du Minitel en 2023 et c'est pas le marché du papier toilette au début du Covid. Et c'est ça l'une des beautés du capitalisme, c'est que le marché se nettoie de lui-même. Les marchés nuls disparaissent et les marchés extraordinaires se font submerger. Si en plus de ça, ton offre est nichée, tu pourras potentiellement faire beaucoup d'argent. Donc la semaine prochaine, comme vous l'aurez compris, je vais essayer de trouver un marché, ou plus spécifiquement, une niche. Mes compétences pourraient me rapporter gros. Car oui, j'ai des compétences. Enfin, je crois. J'ai bien sûr continué à travailler sur ce livre, mais je vais m'arrêter là pour cette semaine. J'aimerais que ça aille un peu plus vite, je vous avoue. Lancer un business en une semaine, je pense que je pourrais en être capable. Mais là, malheureusement, je manque cruellement de temps en ce moment. Notamment avec le travail, etc. En parlant de ça, super transition. On dirait que c'est scripté. Non, ça l'est pas. Si, ça l'est scripté. En parlant de ça, cette semaine, j'ai commencé la prospection. Enfin, j'ai commencé. J'ai réussi à prendre un rendez-vous avec une agence marketing en Égypte pour début octobre. Toujours, je continue à consigner tous mes faits et gestes pour leur prouver que je travaille. J'ai même enregistré ma séance d'appel avec le rendez-vous que j'ai pris pour pas qu'ils aient quelque chose à dire. Quand je les ai prévenus du rendez-vous, ils m'ont laissé en vue. Donc voilà. Pas ouf la direction. Ils ont aussi viré le mec que je vous ai parlé la semaine dernière. Donc je vous avoue, là au travail en ce moment, c'est pas ouf niveau ambiance. Ce qui fait que voilà, ça sent de moins en moins bon pour moi dans les prochaines semaines. Du coup, on verra bien. Encore une fois, fin septembre, je vous donnerai ma réponse. Mais bon, au moins cette semaine au travail, il y a eu des bonnes choses. On a créé des sacs de survie pour le séisme. Quand je vois cette solidarité, franchement, j'ai vraiment pas envie de rentrer en France. Je sais pas, c'est troublant. Enfin, je comprends pas. Tout le monde. Même le hanout en bas de chez moi, il a pris un camion, il a rempli de vêtements et il est allé là-bas en une journée. C'est fou de voir ça, je comprends pas, sérieusement. C'est vraiment... C'est troublant de voir ça. C'est troublant. En parlant de perte de temps, je vais vous parler de TikTok. Franchement, c'est un truc de fou, c'est le diable, cette application. Tu l'ouvres, tu commences à scroller et au final, t'es dessus depuis 1 heure, tu t'en es même pas rendu compte. C'est vraiment, vraiment horrible, cette application. Après, au niveau des vidéos que j'ai créées, j'ai toujours pas trouvé la formule, malheureusement. Et je vous avoue, je vois des mecs en ce moment, ils prennent des vidéos longues, ils les réduisent en plus d'1 minute, et ils les postent, ils en postent 10 par jour, et les gars ils font 30, 40 000 euros des fois. Enfin, je trouve ça ouf, et moi aussi je veux des sous, quoi. Et moi, je me casse le cul, je me filme et tout, machin, et ça marche pas. Donc, faut que je continue à bosser, surtout que maintenant, grâce au livre, je peux réutiliser ces principes pour pourquoi pas les appliquer sur TikTok. Donc, je lâche pas, on va faire en sorte d'avancer là-dessus. Toute cette perte de temps que j'ai au quotidien, ça me pose vraiment la question du commitment. Enfin, de l'engagement qu'on doit avoir pour être entrepreneur. C'est un truc de fou en fait. On s'en rend vraiment pas compte. Mais en fait, l'entrepreneuriat en lui-même, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est assez simple, quoi. Il suffit de trouver un marché, lui présenter ce qu'il veut, et voilà, normalement, tu vas faire des sous, quoi. Et en fait, c'est vraiment l'extérieur, quoi. On revient à ce que je disais depuis plusieurs vidéos. C'est l'extérieur, c'est tes amis, c'est tes proches qui te contactent, c'est TikTok, c'est tous ces trucs, voilà, c'est tous ces choses extérieures qui te déconcentrent, en fait, qui font perdre ton focus. Et du coup, c'est pour ça que tu réussis pas. Et c'est horrible de se dire ça, que, en fait, t'es ton pire ennemi, quoi. Surtout qu'en plus de ça, avec tes proches, c'est délicat parce que t'as pas envie de les blesser. T'as vraiment envie d'être gentil avec eux et de leur faire comprendre que voilà, t'as besoin de bosser. Et ils comprennent pas vraiment, ils ont du mal, surtout que tu fais ça pour eux. Donc c'est complexe en fait comme situation. Vraiment, c'est fou de se dire que l'entrepreneuriat, c'est pas le vrai combat, il est pas avec tes clients, il est avec la nature humaine, genre. Et je me dis que en plus de ça, si je rentre en France, ça va être chaud parce que tu connais les familles rebeux niveau communication, pas ouf, on n'est pas bon là-dedans, tu vois. On est bon dans plein d'autres trucs, mais la communication, c'est pas chez nous, quoi. Et du coup, je me dis, ça va être chaud. Mais bon, la famille regarde les vidéos, donc ça a l'air de leur plaire. Je pense qu'ils comprennent à peu près ce que je veux faire, etc. Donc, on verra bien pour la suite. Surtout qu'en vrai, de vrai, un petit peu, il me manque, mine de rien. Je sais, c'est un peu mignon de dire ça. Mais ouais, en vrai, le sud me manque. Le sud de la France me manque. Mon fixie me manque. Voilà, plein de choses me manquent. Mais en même temps, j'ai pas envie de partir. En fait, c'est dommage, genre, juste, tu vois. Avoir la capacité financière de pouvoir faire des allers-retours quand j'ai envie, ça serait trop bien, tu vois. Maintenant, sans transition, passons à la partie réflexion. Bon, je sais pas si vous l'aurez compris, mais la partie que je fais tout souvent en fin de vidéo, et c'est en quelque sorte un petit peu l'ébauche de mon projet Vérité, du coup, qui est là. Attendez, ouais, c'est ça, Vérité qui est là. Et en gros, voilà, cette fin de vidéo, c'est un petit peu mon moment à moi pour développer un peu mes idées, les partager avec vous si vous êtes intéressés, etc. Ça m'arrive de bosser dessus un peu de temps en temps, mais voilà, c'est tellement loin, j'ai tellement de choses à faire avant. Donc voilà, c'est un peu une ébauche pour moi, ça me permet de calmer un peu mes pensées, on va dire. Et du coup, j'ai lu un livre. Et du coup, pendant cet été, j'ai lu un livre, le livre du diable, le livre du complotiste.
Eh oui, eh oui, eh oui, il fallait que je le lise ce livre. Il fallait que je le lise 3 ans plus tard. Il fallait que je le lise. Le livre du diable, moi j'aime bien l'appeler. C'est pire que le verset satanique, j'ai l'impression, ce truc. C'est un truc de fou, quoi. Donc du coup, après 3 ans, je me suis dit que j'allais le lire. C'est pas pour alimenter les théories conspirationnistes, comme quoi tout ça a été manipulé pendant cette période, etc. Mais en fait, c'est pour comprendre, essayer de démystifier le truc. Parce que moi, j'estime que quand on me dit, ouais, ce livre, c'est un livre de complotiste, en fait, il faut le lire. Il faut absolument le lire, en fait. Tous les livres interdits, il faut les lire. D'ailleurs, je vous invite à faire une chose. Allez sur Internet, tapez liste des livres qui sont les plus interdits dans le monde, achetez-les tous et lisez-les. Parce qu'en général, quand quelqu'un essaie de te dire non, faut pas que tu lis ça, en fait, faut que tu dois le faire, en fait. Surtout quand cette personne elle porte un costume et qu'elle parle la plupart du temps à la télévision. Voilà, petit conseil d'amis que je te donne. Bon, déjà, petit point un peu négatif, la forme. Ils ont vraiment essayé de faire un livre académique, genre on est trop intelligent, on est des scientifiques. C'est casse-couille à lire. C'est vraiment super chiant à lire. C'est des exemples à rallonge, c'est des explications qui mériteraient juste une phrase. Ils ont essayé de faire un livre qui est qui a une structure bien précise, etc., en 3 parties. Vraiment, le truc vraiment très académique. Et c'est chiant à mourir à lire. Vraiment, c'est super chiant. Par contre, il y a quelques infographies par-ci par-là dans le livre qui sont vraiment super intéressantes. Bon, il y a une chose qui est claire, c'est que pendant le Covid, personne ne savait qu'est-ce qui se passait. Clairement, personne n'avait de réponse. Et même eux n'en avaient pas, pour le coup. Et je vous avoue que même pendant le livre, il a été écrit en 2021, je crois. Il a été écrit en 2021. Le mec qui écrit le livre se chie dessus, littéralement. Il ne sait vraiment pas ce qui se passe. On sent qu'il y a une certaine forme de panique chez eux. Donc, mine de rien, on n'était pas les seuls à paniquer, donc c'est cool. Le livre lui-même, donc tout ce qui est dit dans ce livre, n'est pas aussi provocateur qu'on pourrait le penser. Il y a même des moments, des fois, où j'étais plutôt d'accord avec ce qu'il disait. Donc en soi, le livre, il n'est pas dangereux. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et moi, je trouve que l'hystérie qu'il y a eu autour de ces livres, elle en dit long un peu sur notre société actuelle, quoi. Parce que tout le monde en a parlé, mais combien de personnes l'ont lu vraiment, ce livre? Ça, c'est une vraie question, quoi. Ah, bonne question. Et en fait, ça montre juste qu'à quel point on est contradictoires, nous les humains, tu vois, de manière générale. On aime trop chercher des réponses simples à des sujets qui sont hyper complexes comme la grippe. On vit dans une époque intéressante parce que, mine de rien, on est gorgé d'informations. On a de l'information partout, tout le temps. On a de l'information même en continu aujourd'hui. Et on a de moins en moins de sagesse dans notre monde. Alors, je vais pas faire mon grand gourou, soyez de la sagesse. Non, je m'en bats les reins de ça. Moi, je te parle vraiment du truc du gars qui sait prendre un recul et qui se dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Essayons de voir. Tu vois, il y a peu de gens comme ça, je trouve, de nos jours. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est rapide, très très rapide à juger, mais on est lent, très très lent à comprendre. Et ça, c'est bizarre un peu, je trouve. Et du coup, moi, ça m'amène à une introspection un peu plus profonde, tu vois. Et moi, je trouve qu'en moi, comme je vous ai expliqué dans les dernières vidéos, il y a 2 forces opposées en moi. Il y a, et ça, j'aime bien prendre des personnages historiques pour exprimer ça. D'un côté, il y a Diogène, tu vois, le vagabond, le mec qui s'en bat les reins de la société, qui veut juste être seul et se retirer en ermite, tu vois. Je vais pas aller aussi loin que Diogène de Sinope, hein, vous inquiétez pas, je vais pas faire des dingueries. Allez faire vos recherches pour voir ce qu'il faisait. Diogène, c'était pas ouf. Voilà, donc je pense pas que j'irai jusque-là. Mais voilà, vous comprenez le truc, un peu l'ermite dans la montagne qui parle pas à grand monde, il aime pas la société, il veut se retirer, il trouve ça nul, tu vois. Et de l'autre, il y a Alexandre le Grand, tu vois, 10% de body fat, l'ambition, le mec qui veut changer le monde d'un revers de la main, tu vois. Et en fait, cette dualité que j'ai en moi, c'est le reflet aussi de notre société, tu vois. Moi, je pense qu'on est tous tiraillés entre désir de simplicité et désir de grandeur, tu vois. Comme l'envie de se retirer du bruit, comme le fait que j'ai pris mon sac à dos et je me suis barré de France, et le désir d'y contribuer, le fait que je crée une vidéo pour t'expliquer tout ce que j'ai fait. Tu vois, dans un monde où tout semble s'accélérer, quand on subit plus que l'on vit, une question reste. Qu'est-ce qui est vrai? Ou à quoi on peut se rattacher? L'argent, dans sa formule la plus basique, est une question de confiance. Nous croyons en sa valeur alors que c'est un simple bout de papier ou des chiffres dans un écran. Et pourtant, tous les matins, on se lève pour aller en chercher. Il faudrait réfléchir à ce à quoi nous plaçons notre confiance et à ce qui a de la valeur pour nous. L'évolution de l'intelligence artificielle pose des questions existentielles pour nous, humains. Une machine peut penser, ressentir et créer. Qu'est-ce que ça signifie pour nous en tant qu'humains? On doit se poser la question de qu'est-ce qui nous rend unis et ce qui nous définit vraiment. Tout revient. Les modes, les tendances, les idées. C'est un rappel que même si le monde change, il y a des motifs sous-jacents, des rythmes qui persistent. C'est à la fois réconfortant et un rappel qu'on n'est rien sur le grand calendrier de l'histoire avec un grand H. La quête de liberté financière, le désir de liberté, la peur de devenir dépendant. Tous ces sentiments sont universels, mais ils sont aussi le reflet de notre propre expérience personnelle, de nos propres batailles intérieures. Il y a une paix qui vient avec le lever du soleil. Un moment de calme avant que le monde s'éveille. C'est un rappel que chaque jour est une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Toutes ces réflexions m'amènent à me dire une chose. La vérité est la recherche d'équilibre, de quelque chose que notre esprit peut saisir dans un monde où tout et son contraire existent. La vérité, c'est l'équilibre. Et n'oubliez pas, la vie, c'est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Merci pour votre temps et très bonne semaine à vous.